Moi, j'ai vu un psychiatre à un moment donné, un homme extraordinaire, qui a regardé mes dessins d'enfants. Il a analysé les choses. Et en fait, il m'a dit, on n'est pas obligé d'être dans le « ou », Bernard. On peut aussi être dans le « et ». On peut être ça et ça. Je peux aimer l'art et aimer l'argent. Pourquoi pas pour aimer l'argent, mais juste parce que pour ce que ça procure. Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis né en Tunisie effectivement. Vis-à-vis de mes sœurs, ce serait un peu délicat de dire que j'ai été élevé comme un fils unique, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé parce que nous sommes très éloignés en termes d'âge. Du coup, c'est vrai que j'ai été élevé un peu comme un enfant unique. Disons que ma mère faisait très attention à ce que je pouvais faire, dire, penser. La culture de ma mère était un peu le modèle. Je passais beaucoup de temps à créer des bijoux, à dessiner, à peindre, à découper, et j'offrais ça à certaines personnes de ma famille. Et effectivement, tout l'univers créatif féminin m'intéressait beaucoup. J'ai développé une intimité avec tout ce monde-là qui a fait que petit à petit, je me retrouvais quand même chez le coiffeur de ma mère au lieu d'être chez le coiffeur de mon père. Ça a généré des moqueries et plus je prenais conscience de ce qu'était ma sexualité, plus ce qui m'était renvoyé ne collait pas. J'ai senti qu'il y avait un différentiel en moi, une tension de plus en plus grande, mais je sentais aussi que c'était tellement pas bienvenu dans ma famille qu'il y ait même la possibilité de quelque chose qui soit une déviation par rapport au chemin habituel, eh bien je me suis auto-persuadé que non, c'était pas possible, ça n'arriverait pas. Et ce personnage, éventuellement, si je m'en suis constitué un, c'était un personnage de « je suis comme tout le monde ». Donc je me suis cramponné à mes études. Il y avait un modèle de tous mes camarades, toutes les personnes, y compris, quelles que soient les familles, mes camarades d'école, il était entendu qu'à la fin des études secondaires, ils allaient faire très vraisemblablement leurs études en France, aux États-Unis, en Angleterre, dans des endroits prestigieux. Il y avait quand même cette envie que le fiston brille parce qu'il avait l'air intelligent et il fallait qu'on en fasse quelque chose. J'ai donné le change, comme on dit. Il fallait que je fasse ce qu'on me demandait de faire, donc je l'ai fait. Donc je suis allé à Paris pour mes études, pour faire une prépa. Par rapport à ce qu'on attendait de moi, tout d'un coup, j'étais au bon endroit. Parce que j'étais dans la capitale, en train de faire une prépa, de prétendre travailler, enfin d'aller dans des grandes écoles, les fameuses grandes écoles, ce qui m'a permis, en fin d'études, d'avoir un double diplôme, donc dans la spécialité finance, compta, internationale, etc. Et une entreprise m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour aller en Chine. Elle avait besoin d'un jeune coopérant, volontaire service national entreprise. Donc il fallait créer des relations entre les corporations chinoises, les banques chinoises, pour des entreprises qui venaient investir. Et des gens jeunes comme moi à Shanghai, français à l'époque, j'étais juste phosphorescente, c'est-à-dire que des gens comme moi, il y avait très 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 peu. Donc c'était très exaltant parce que j'étais payé, je jouissais paradoxalement d'une très grande liberté. Et surtout, je découvrais la Chine, ça me fascinait. J'avais toujours été fasciné petit par la peinture chinoise et les objets chinois. Et là, j'étais en Chine. Pourquoi j'ai quitté le domaine de la finance? C'est parce qu'il y avait au moins deux raisons. D'une part, c'est que le job où j'étais, c'était un job de représentation. Et donc, au bout d'un moment, tout ce que j'avais appris en finance, très sophistiqué, cette technicité n'était pas là. Donc, je m'étais un peu périmé techniquement. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que si j'allais que dans la technique, il y avait quelque chose qui allait, de parler d'argent tout le temps, quelque chose allait me manquer, c'était la dimension humaine, la dimension relationnelle. Je me suis rentré à Paris en disant, bon, il faut que j'explore cette partie artistique de moi. Et très vite, j'ai fait ma deuxième déviation en partant dans une boîte qui faisait de la location-vente d'art contemporain. Il y avait un côté gimmick, marketing, c'était il y a un potentiel. Super, mais comment on va le libérer ce potentiel? Ah ben on va travailler comme ci, on va travailler comme ça. J'ai adoré commencer à expliquer aux gens. La nature éducative est très élevée chez moi. J'adore expliquer, faire progresser. Donc quand on a la posture du formateur, je suis très à mon aise. Par rapport au monde de l'art, effectivement, qui n'est pas très rémunérateur, c'est rémunérateur, mais c'est compliqué d'y arriver. Même avec le développement de l'art contemporain, etc., il n'en reste pas moins que c'est compliqué. Donc il y a eu cette période de 3 ans où j'ai exploré la possibilité de systèmes marketing intéressants et novateurs pour vendre de l'art. Et puis, j'ai eu une merveilleuse opportunité qui était de partir à Prague pour rentrer en agence de pub dans un grand groupe.
Ce que j'ai accepté après avoir bien réfléchi, parce que c'était quand même un grand saut à nouveau. J'avais à peu près 35 ans et c'était pas évident de rentrer dans la pub à 35 ans, parce que c'est souvent là que les gens en sortent. Donc moi je suis rentré, c'était glamour parce que je voyageais en business class, parce que j'étais très très apprécié, tout se passait très bien, je brassais toutes sortes de pubs avec des super beaux budgets, enfin tout était... C'était pas Bec BD 99 francs, mais parce que ça c'était bien fini, mais c'était quand même très très exaltant parfois, il faut le dire. Mais en même temps, bon, la pub pour moi c'est quand même le bras armé d'un capitalisme triomphant. Et au bout d'un moment, je me suis senti en déphasage entre ce que la pub véhicule comme idéologie et ce que moi j'avais en tête. Quand je me posais la question, suis-je interchangeable ? Malheureusement, j'avais de plus en plus la question « oui ». Et plus on vieillit pas bien dans la pub, sauf si on devient chef. Et comme je n'étais pas à des fonctions de management, je me suis dit « un jour, ils vont me virer et je vais tomber de haut ». Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle et j'ai dit « c'est moi qui vais divorcer avec ce groupe avant que ce groupe se sépare de moi ». L'année 2013 a été une année de transition où, au moment où j'ai vu que tout ce que je faisais d'un point de vue classique ne marchait pas, il fallait que je revienne une fois de plus et encore une fois de plus aux fondamentaux, c'est qui suis-je, qu'est-ce que j'ai au fond de moi, de quoi suis-je porteur et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, comment je peux porter ça. Moi j'ai vu un psychiatre à un moment donné, un homme extraordinaire, qui a regardé mes dessins d'enfants, il a analysé les choses. Et en fait il m'a dit, on n'est pas obligé d'être dans le « ou » Bernard, on peut aussi être dans le « et ». On peut être ça et ça. Je peux aimer l'art et aimer l'argent, pourquoi pas pour aimer l'argent, mais juste parce que pour ce que ça procure. Donc j'ai remis tout ça sur le tapis et je me suis dit, bon, on repart, on recommence. Je suis retourné à nouveau du côté artistique, mais j'ai surtout retourné là où c'était ma zone d'excellence. Comme j'ai toujours été des deux côtés, côté du commerce et côté de l'art, j'étais un merveilleux intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des artistes dont je me suis rendu compte que je pouvais les accompagner pour les aider à trouver économiquement des manières de subsister, de trouver des plans marketing, toutes sortes d'idées, etc. J'ai commencé à naturellement me mettre dans une posture d'accompagnement. On fait tous partie de la création. Après, est-ce qu'on est créateur de notre propre vie ? C'est là où la déviation intervient. C'est-à-dire que soit je subis, soit je prends le dessus. Est-ce que j'ai les moyens de prendre le dessus ? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je regarde en moi et je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à mettre en valeur là ? Jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de développer un art du coaching, d'être le plus souple possible avec mes clients et je travaille à faire des propositions de toutes sortes, trouver des produits qui soient vraiment toujours là pour aider les gens à trouver pourquoi ils font les choses. Je suis allé chercher des outils qui traitent du câblage. J'adore la PNL, parce que la PNL, on parle de programme. On est programmé. On a d'un côté des intelligences, donc on a des câblages, et puis il y a des natures, qui sont des motivations profondes. Et quand on croise les deux, on arrive à une cartographie très fine de qui est la personne. Donc, quand le boulot te renvoie une image de toi qui est très très aliénante ou très limitante, eh bien moi je dis aux gens, attendez, on va procéder autrement, je vais vous tendre un miroir beaucoup bien différent, où vous allez pouvoir vous examiner et tout d'un coup vous voir et vous raconter votre propre récit à vous-même différemment. Donc moi ma spécialité c'est d'aider les gens à être stratèges. Et être stratège c'est se dire qu'est-ce qui dans mon ADN entrepreneurial fait que je vais plutôt être bon ici ou là ? Et comment je joue la transition. Et peut-être qu'il va falloir que je transite toute ma vie. Mais à un moment, j'y arriverai. Et puis au pire, le bonheur, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc dans tout ce cours de lutte et on creuse, on essaye, on se plante, on recommence, etc. C'est ça la vie. C'est ça la vie.